Dans le code, nous avons dit ce que c'est que le type PIDT. Ceci déclare une variable et cette variable va recevoir le résultat de l'appel de la fonction fork. Nous avons dit cette fonction fork vous renvoie -1 s'il y a une erreur. Il vous renvoie le PID du fils côté père et il vous renvoie 0 côté fils. Donc, juste après l'instruction fork, on se retrouve avec deux processus qui vont exécuter les lignes qui suivent. Donc, le fils va comparer est-ce que le résultat de child est égal à -1. Remarquez que juste après cette instruction, on se retrouve avec, chez le père, la variable child aura la valeur PID, tandis que chez le fils, la variable child aura la valeur de 0. Vous voyez que chaque processus va avoir une copie du résultat de fork. Okay? Donc, on se retrouve avec deux contenus. Le père va vérifier est-ce que ma valeur de child vaut -1. Non, il ne va pas exécuter. Donc, si tout se passe bien, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, ici, vous pouvez utiliser gedit. Okay? Il y a gedit, il y a nano, il y a vim. Okay? Donc, pour ceux qui sont sur Ubuntu, vous pouvez utiliser gedit. Quelqu'un a posé la question, si on est sur Ubuntu, qu'est-ce qu'on utilise pour saisir le code? Vous pouvez utiliser gedit. Je ne sais pas si vous devez installer Nano ou bien vous utilisez Vim. Donc, il y a les éditeurs de texte, les éditeurs de code sur Ubuntu, un peu comme Notepad++. Okay. Moi, j'utilise beaucoup plus gedit. Donc, sur la vue de commande, vous tapez simplement gedit et pour ouvrir votre gedit dans à partir de la vue de commande. Si vous tapez gedit exo1.c, il va automatiquement créer un fichier avec le nom exo1.c. Donc, je disais que nous sommes dans le cas où on se retrouve avec deux fils. Donc, du coup, le fils va comparer sa variable et il va se rendre compte que c'est égal à 0. Le fils va exécuter ce code. Quand le fils exécute ce code, il exit avec 0. Parce que vous voyez que le père ne va pas entrer dans ce code. Il va simplement exécuter printf et il exit. Donc, si on vous demande de dire quels sont les possibles résultats de l'appel de ce code, les possibilités, c'est on peut avoir un premier affichage où c'est le fils qui s'affiche en premier lieu. OK? Donc, on peut avoir le genre mon process fils et puis mon PID R, et puis suivi de la valeur du PID du fils. Après avoir affiché le fiche, on va voir le père qui va afficher maintenant mon PID R. Donc, on va dire ici, c'est PID du père. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est juste inverser les rôles. Donc, dans un premier temps, le fils est donné peut-être prioritaire. OK? Le fils est donné prioritaire par le... Si le fils a la priorité, on aura les affichages suivants. OK? Process fils maintenant. Et la deuxième possibilité, c'est que sinon, c'est-à-dire que si le fils n'est pas donné prioritaire, parce que là, ça dépend maintenant du CPU. Si le fils n'est pas donné prioritaire, on aura ces affichages-là, mais en sens inversé, tout simplement. Okay? Donc, le père risque de s'afficher en premier lieu. Maintenant, mon PID est
c'est bien d'avoir déjà une idée de ce que le processeur fera. C'est-à-dire que lorsque vous avez un code qui utilise les processus, vous devez avoir une idée des possibles résultats. Donc, c'est le genre de questions aussi que que vous posez. Vous avez ce code-là, vous devez pouvoir l'exécuter. Donc, voici les deux possibilités. Ça, c'est pour répondre à la question 1. Okay? Donc, si on part dans notre invite de commande et on décide de compiler pour voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai enregistré mon exercice sur exercice 1.c. Donc, je peux compiler avec JCC exercice.c et puis exercice. Simplement. Okay. Bon, là, c'est une erreur, ça envoie une erreur juste pour dire que dans les... En fait, c'est un warning, mais ce n'est pas une erreur, donc ça marche. Le warning dit simplement que le warning dit en fait que nous devons... Je veux fermer. OK, le warning nous dit qu'il faut renvoyer au moins une valeur. En fait, la fonction main en C est définie de cette façon. C'est vrai que le return 0 ne va servir à rien puisque... donc, je mets ça juste pour enlever le warning, mais ce n'est pas une erreur. Donc, ça veut dire que le point exe a en fait été... le point exe a été généré. Donc, si on demande d'exécuter notre programme, vous voyez, lors de la première exécution, regardez ce qui s'est affiché. On a process fils, donc c'est-à-dire que nous sommes dans le cas où le processeur a donné la priorité au fils. Et donc, le résultat affiché, c'est le fils qui s'exécute en premier, suivi maintenant du père, en fait. Parce qu'on a mis exit. Ensuite, si je rappelle le même programme, vous voyez, cette fois-ci, c'est le père qui s'est exécuté avant le fils. Et si vous vous rappelez encore, c'est toujours le père qui s'exécute avant le fils, c'est toujours le père, toujours le père, toujours le père. Bon, bref, après, normalement, ça dépend maintenant du processeur. Vous voyez que le code du père est en fait après le code du fils, si on repart dans notre programme. Le code du père est après le code du fils, mais le processeur exécute ce code-ci avant le code du fils. Vous voyez qu'on n'est plus dans cette logique où les instructions que vous avez écrites s'exécutent de façon séquentielle. C'est ce qu'on vous a dit en première année, deuxième année, quand vous faites de la programmation, que les lignes s'exécutent les unes après les autres. Ça, c'est quand ces lignes ne concernent pas les processus. Mais dans ce cas, c'est complètement différent. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer là. OK? Ça, c'est la première question qui nous demandait de donner les possibles affichages obtenus sur la sortie standard. Mais la deuxième question dit, supposons qu'on commande cette ligne, on décommande cette ligne-ci et on commente la ligne exit. Qu'est-ce qui va se passer? Si on décommande cette ligne-ci et on commente la ligne exit. Allons faire cela et puis nous verrons ce que ça pourra donner comme résultat. Là, qu'est-ce qui se passe si je décide de commenter? Si je décommande ceci, ensuite je commente ceci. Ce qui va se passer, c'est que quand le fils finira d'exécuter son code, il ne va pas se terminer, mais il va poursuivre
son exécution à ce niveau, il se termine et le père exécutera également ce code. Donc, le père va exécuter deux codes. Le père va exécuter ce code, ensuite ce code, et il va exit. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le fils va exécuter 3 printf. Le fils va exécuter ce code, il va exécuter ce code, et ensuite il va exécuter ce code. C'est-à-dire, puisque juste après ce fork, on se retrouve avec 2 processus. Donc, ces 2 processus vont exécuter, tous les 2 processus vont exécuter cette ligne de code-là. Est-ce que vous voyez? Ensuite, comme le père sa variable child n'est pas égale à 0, il ne va donc pas entrer ici. Il va immédiatement sauter pour exécuter ce code. Le fils, quant à lui, sa variable child vaut 0. Ça veut dire qu'il va donc entrer dans la condition if, dans le bloc if, et exécuter ce code. Mais puisqu'on a commenté exit, ce processus fils va poursuivre son exécution puisque quand le if se termine, il passe à l'instruction suivante, qui est cette instruction. Donc, le fils aura 3 printf, le père en aura 2. Ce qui se passe, c'est qu'on aura soit le père est donné priorité, il affiche mon PID est, PID du père, ensuite il passe pour dire maintenant mon PID est. Ensuite, ou c'est le fils qui est donné priorité, et là le fils affiche mon PID est, il entre ici pour afficher le fils, pour dire process fils, et ensuite il affiche mon PID. Donc l'idée c'est au moins d'avoir combien de printf? 5 printf. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure de savoir qu'ici il y aura 5 printf, c'est déjà bon. Est-ce que tout le monde a vu qu'il y aura 5 printf? Le père exécute 2 et le fils exécute 3. Est-ce que vous m'entendez même? Je ne sais même pas. Monsieur, moi personnellement, c'est Yann, monsieur. Oui. Je n'arrive pas encore bien. On entend. Mais vous m'entendez quand même. C'est-à-dire que vous m'entendez, mais sauf qu'on ne comprenait pas ce que je dis. Oui, monsieur, on vous entend très bien. Je suis en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir. On vous entend très bien, monsieur. OK. Est-ce que vous avez vu qu'il y a quand même 5 printf ici? C'est-à-dire qu'il faut voir. OK, revenons dans notre code. On va compiler et puis nous allons voir les résultats. Normalement, là, j'utilise une version. Je vais recompiler. JCC exercice C-O. Donc, je donne le nom du fichier en entrée qui est exercice 11.c et je donne le nom du fichier en sortie. OK. Et là, la compilation a marché et j'exécute en appelant le fichier en sortie. Effectivement, il y a combien de printf? 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, il y a eu 5 printf. Donc, vous avez là mon PID est, on ne sait pas ici, c'est le PID du... Oui, 1073, c'est le PID du fils. Donc, ça veut dire que le père s'est exécuté en premier lieu, suivi du fils qui s'est exécuté. Ensuite, ensuite, le fils est... Non, ensuite, le père est allé s'exécuter à la fin. Il a fait son exit et puis vous avez le fils s'est exécuté. Ensuite, le fils est exécuté. Donc, le fils exécute après le père dans ce cas. Et si j'exécute encore, ouais, ici, c'est le fils qui s'est exécuté en premier lieu. Alors qu'avant, si vous regardez très bien, le fils était après le père. Parce que le fils avait le PID 1073 et il s'est exécuté après le père. Mais ici, le fils a le PID 1075 et le voilà qui s'exécute avant le père. Donc, tout dépend de la priorité que le processeur décide d'accorder. Mais l'idée
une réponse à cette question, c'est qu'il faudrait être en mesure d'identifier que le fils fera ces différentes instructions et le père fera ces instructions. Mais l'ordre de ces instructions dépend du processeur. On verra plus tard qu'il est possible d'utiliser wait. Vous pouvez utiliser wait afin de vous rassurer que c'est le fils qui finisse d'abord son exécution avant que le père ne puisse peut-être faire son exécution, en ajoutant les wait. La fois dernière, je disais, si vous ajoutez sleep, ça peut marcher, mais là, vous êtes en train de dire qu'il faut bloquer le processus père, par exemple, de 10 secondes, mais rien ne dit que votre processus fils va prendre 10 secondes. Donc, c'est mieux d'utiliser wait. Comme ça, le processus père attendra aussi longtemps que le processus fils est en train d'être exécuté. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Dans le cas où on commente exit, le fils ne se termine pas, il va exécuter également cette instruction. Le cas où on utilise exit, le fils se termine. Donc, le fils ne va pas exécuter cette instruction. Samira, vous avez compris? Silence. OK. Ici, l'exercice 1.2 dit que nous devons écrire un programme qui crée un processus fils. Le processus père affichera son identité. Si je fais un get PID, alors il s'agit de l'identité du processus en cours d'exécution. Donc, le processus père affichera son identité ainsi que celle du fils. Comment est-ce que j'obtiens le processus du fils en étant dans le processus du père? C'est grâce au retour de la fonction fork. Parce que nous avons dit la fonction fork va renvoyer le PID du fils dans le processus père, tandis qu'il renvoie 0 dans le processus fils. Donc, on peut récupérer le PID du fils dans le processus du père grâce à la valeur retournée par la fonction fork. Donc, le processus fils affichera son identité ainsi que celle de son père. Donc, pour le fils va afficher son identité en faisant get PID. Et pour avoir accès au PID du père, nous avons dit qu'on utilisait get PID. Donc, get P pour parent et puis PID. Donc, get parent PID. Get PID. Et on demande de reproduire le phénomène de l'énoncé précédent en ajoutant un appel à la fonction sleep de façon à ce que le père ait terminé son exécution avant que le fils n'ait appelé getPID. OK. Ouais. getPID. Ajouter un appel à la fonction wait pour éviter que le père ne se termine avant le fils. Parce que, ouais, ça c'est... Ce qui se passe, c'est que si le père se termine avant le fils, vous vous retrouvez avec un processus zombie et c'est le processus initial, c'est-à-dire que le processus de PID1 qui va récupérer de tels zombies et procéder à leur... et faire des appels successifs de wait pour effectivement terminer ce processus. Donc, utiliser wait pour obtenir le code de retour du fils et de la fiche. OK. Ça, c'est juste... En fait, quand vous faites wait, wait vous renvoie également le PID du processus qu'on vient d'attendre. OK, donc, si je fais un wait là et que j'avais un processus fils, le wait va me permettre de connaître quel est le processus que je viens d'attendre. Donc, il me renvoie là le PID du processus qu'on a récupéré.
Donc, repartons un peu sur notre code là et on verra ce qu'on peut écrire. Je vais copier l'énoncé 1 ici, et puis je m'en vais sur mon notepad. Voici l'énoncé. J'espère que vous voyez mon notepad. Si vous ne voyez pas, voici l'énoncé. Je vais sauvegarder ça dans, je vais appeler exercice 1, petit a, et puis C. Donc, c'est petit a, c'est OK. Donc, on demande d'écrire un programme qui crée un processus fils. Le processus fils affichera son identité ainsi que le père affichera ces informations de suite. Donc, on va faire les imports qu'il nous faut. Je crois qu'on a peut-être juste besoin de ça. Hein? OK, si après il y a d'autres... Donc, on va créer on va dire PID, disons P est égal à fork. On se retrouve avec deux processus après cette ligne de code. Le processus P affichera. Donc, si P est différent de 0, ça veut dire que je suis dans le cadre du pair. Donc, je vais dire le processus pair va afficher le pair. Je vais dire processus pair, comme ça. Mon PID %D. Et mon fils et le PID du fils sera %D. Donc nous avons, pour connaître le processus, pour connaître le PID du père, je fais get PID. OK. Pour connaître le processus du fils, il suffit juste de récupérer le retour de la fonction fork, parce que fork vous renvoie le PID du père, du fils dans le processus du père. Donc là, processus du père, je vais plutôt écrire le père, mon PID est %2 et le PID de mon fils sera ça. Et le PID fils est %D. Là, quand le père exécute, on dit le processus fils, on va dire, OK, on pouvait faire une petite vérification là. Si c'est égal à -1, n'est-ce pas? Si c'est égal à -1, ça veut dire qu'il y a eu un problème. On va faire exit. Il y avait, je crois que c'est exit failure. Vous pouvez mettre 0 ou bien exit failure. Si vous partez sur dans la bibliothèque du C, vous allez voir que exit failure, c'est 0. Hein? Exit failure, je crois. Hein? La valeur d'exit failure en C, c'est... Non, c'est exit success qui est 0. Exit failure, c'est 1. OK. Donc,